Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom de l'ensemble des organisateurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire qui s'inscrit dans une série d'entretiens qui vise à informer, sensibiliser ou accompagner l'ouverture du service Mon Espace Santé, ce service emblématique de la feuille de route du numérique en santé, qui est mis à disposition par l'État et l'assurance maladie pour permettre à chaque citoyen de stocker et partager ses données de santé, les données médicales qui le concernent, avec ses professionnels de santé, donc ceux qui le soignent. Donc, comme vous le savez, la Haute-Garonne fait partie des 3 territoires expérimentateurs de ce service, avec la Somme et la Loire-Atlantique. Et donc, ce service est d'ores et déjà opérationnel en Haute-Garonne avant la généralisation à l'ensemble de la population française en janvier 2022. Donc, cette phase expérimentale, elle doit permettre à la fois d'amorcer, d'observer les usages, mais aussi d'adapter et de faire évoluer le service grâce aux enseignements que nous tirerons de cette phase. Donc, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui est plus particulièrement dédié à l'échange sécurisé entre professionnels de santé et patients à partir de votre solution MediMail. Donc, c'est l'une des fonctionnalités de Mon Espace Santé. Notre webinaire va s'articuler autour de 3 temps. Donc, 3 temps distincts, donc des temps de présentation du service, donc de ce service qui seront assurés à la fois par la Direction du numérique en santé et par la CEPAM 31. Des temps de démonstration pour voir concrètement ce que représente ce service et l'usage de MediMail. Donc, des démonstrations vous seront proposées par le MIPI. Et enfin, et ça nous paraissait extrêmement important, des temps de retour d'expérience par les professionnels de santé qui ont déjà utilisé le service. Donc, ils témoigneront de ce que la messagerie citoyenne a modifié dans leur pratique. Alors, bien sûr, ce webinaire, il est aussi là et surtout là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, posez des questions dans l'onglet « Questions » et l'ensemble des intervenants y répondront pendant toute la durée de ce webinaire. En cas de difficulté technique, vous pouvez utiliser l'onglet « Chat ». Donc, je vous propose tout de suite de commencer et je vais laisser la parole à Ella Gariani, qui est directrice de projet au sein de la délégation du numérique en santé, qui va nous présenter concrètement ce que c'est Mon Espace Santé. Et là, je te laisse la parole. Merci Marie-Christine, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille au ministère de la Santé. Nous, au ministère, on est responsable de la mise en œuvre de Mon Espace Santé aux côtés de l'assurance maladie qui développe le service, qui développe le dispositif. Mon Espace Santé, c'est un service public numérique qui est prévu par la loi OTSS de juillet 2019 et qui est donc entré en phase de test dans les 3 départements qu'a cité Marie-Christine et qui sera déployé à partir du 1er janvier 2022 à l'échelle de la France entière. Il prend la continuité du DMP, du dossier médical partagé. Très concrètement, pour vous, du point de vue des professionnels, ça ne changera pas. Vous continuerez d'utiliser votre logiciel DMP compatible, comme on dit, pour alimenter le DMP de vos patients. Mais du point de vue du patient, eh bien, il devra et il pourra consulter ces documents à partir de Mon Espace Santé. Les évolutions entre le DMP et Mon Espace Santé, c'est tout d'abord dans la catégorisation des documents, une façon de présenter l'information qui soit plus compréhensible du point de vue du citoyen. C'est la possibilité et l'invitation pour l'assuré, l'usager lui-même, de compléter son profil médical et son dossier médical, mais c'est aussi des fonctionnalités supplémentaires comme la messagerie sécurisée citoyenne sur laquelle on va zoomer aujourd'hui, qui vous permettra d'échanger dans les mêmes conditions de sécurité que vous échangez avec vos confrères, avec vos patients. On l'a vu au cours des années qui viennent de passer, avec la crise sanitaire, on a vu émerger de nouveaux usages, de nouveaux échanges entre les professionnels et leurs patients, souvent via des interfaces non sécurisées. Et bien ici, l'objectif avec la messagerie citoyenne, c'est de vous offrir une alternative qui permette de garantir la sécurité de vos échanges électroniques avec vos patients. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité qui est aujourd'hui en phase d'expérimentation dans les 3 départements dont a parlé Marie-Christine, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Somme, et avec
Anne de la CPAM 31, on va faire un retour sur ce qui vient de se passer sur les dernières semaines dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif en Haute-Garonne. Mais en plus de ces deux fonctionnalités-là, l'accès au dossier médical et la messagerie sécurisée, on travaille à compter de l'année prochaine à de nouvelles fonctionnalités, notamment la mise en place d'un agenda de santé et d'un catalogue de services qui va permettre aux usagers de découvrir les services numériques utiles dans leur prise en charge, dans leur parcours de soins. Et autre évolution par rapport au DMP, autre nouveauté, on rentre dans le cadre de mon espace santé dans un nouveau dispositif qu'on qualifie de création par défaut de mon espace santé, c'est-à-dire que tout usager disposera par défaut d'un espace numérique de santé. Très concrètement, on lance une campagne d'information individuelle pour informer tous les assurés de l'arrivée de mon espace santé. Les assurés ont 1 mois et 10 jours, très exactement 6 semaines, pour donner leur accord ou s'opposer à la création du dispositif. Dans un délai d'1 mois et 10 jours, le dispositif est automatiquement créé si la personne ne s'est pas opposée. Donc concrètement, ça veut dire que du point de vue du professionnel de santé, on pourra considérer, après la mise en œuvre de cette création automatique par défaut, que le patient que l'on a en face de soi dispose d'un espace numérique de santé, ce qui n'était pas le cas avec le DMP, avec les difficultés de déploiement qui nous ont néanmoins permis d'atteindre aujourd'hui plus de 10 millions de DMP créés. Demain, avec la création automatique de mon espace santé, on passe à un mécanisme de création par défaut qui déploiera très largement, massivement, ce dispositif, ce service auprès des assurés. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Anne qui rentrera donc dans un niveau de présentation de la phase pilote, donc du déploiement de mon espace santé à date en Haute-Garonne. Merci Ella. Donc, je prends la suite sur le pilote en Haute-Garonne. Donc, tout d'abord, un petit point sur le nombre d'enrôlements. Alors, sur le nombre d'enrôlements, c'est-à-dire le nombre d'espaces santé ouverts aujourd'hui. Alors, à l'écran, vous avez les chiffres du mi-septembre. J'ai reçu ce matin même les chiffres en date du 20, donc je vais vous les livrer en direct. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 3 150 000 notifications envoyées auprès de nos usagers des 3 départements que Ella vient de citer. Et nous avons dépassé les 102 000 comptes ouverts. Donc, c'est un beau chiffre pour un nombre d'oppositions qui avoisine les 10 000 oppositions. Donc, effectivement, comme le disait Ella, à partir de 1 mois et 10 jours suite à l'envoi de la première notification, les espaces santé vont être automatiquement ouverts, ce qui veut dire qu'à compter du 10 octobre, entre le 10 et le 25 octobre, les comptes Mon Espace Santé des usagers de la Haute-Garonne devraient être automatiquement ouverts pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Il y a un support qui est proposé aux citoyens en cas de nécessité, en cas de problématique rencontrée. Donc aujourd'hui, le support le nombre de sollicitations est assez faible, donc ce qui veut dire que finalement l'outil est assez ergonomique et que les usagers s'enrôlent facilement à Mon Espace Santé. L'essentiel des sollicitations téléphoniques concerne l'activation de Mon Espace Santé, avec une petite problématique qui peut arriver sur la lisibilité du numéro de carte vitale et peut-être en identifiant un mot de passe qui ne sont pas reconnus. Donc, le support est là pour aider tous les citoyens à résoudre ces petites problématiques. Plus dans le détail, au niveau de la Haute-Garonne, la caisse primaire accompagne les professionnels de santé libéraux. Nos collègues GRAD et ARS accompagneront les établissements, donc on le verra tout à l'heure, mais pour ce qui concerne la CPAM, nous allons proposer un accompagnement à tous nos professionnels de santé libéraux pour vérifier que le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de Mon Espace Santé. Alors évidemment, pour l'instant, l'alimentation du dossier médical et puis le bon usage de la messagerie citoyenne dont on parle aujourd'hui. Donc les 4 fonctionnalités, alimentation du dossier médical, envoi et réception de mails via la messagerie assurée. Donc ça, ce sont des choses que nous allons tester avec vous. Et puis vérifier que vous ayez, vous, en tant que professionnel de santé, bien accès à tous les documents que les patients
pourront mettre dans leur dossier médical. Dès aujourd'hui, tous les professionnels de santé de la Haute-Garonne peuvent utiliser la messagerie citoyenne avec les patients qui ont ouvert leur compte Mon Espace Santé et évidemment continuer à alimenter le dossier médical de tous leurs patients. On vous propose un accompagnement avec la visite et des contacts de votre conseiller informatique service avec qui vous avez l'habitude de travailler déjà. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, soit si vous avez leur numéro, soit avec l'adresse mail qui est indiquée sur la slide. Et nous allons, dans les jours et semaines à venir, proposer des interventions de ces mêmes conseillers informatiques services dans toutes les MSP afin d'acculturer les patients à l'utilisation de Mon Espace Santé et faire le lien avec les professionnels de santé qui exercent dans ces maisons de santé. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, merci Anne pour cette présentation. Et effectivement, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je vois qu'il y a beaucoup de professionnels de santé de connectés, donc n'hésitez pas et on s'efforcera de répondre, bien évidemment, à vos questions. Ce séminaire est là également pour ça. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Je propose de laisser la parole à Benjamin André, qui est animateur territorial et chef de projet Mon Espace Santé au GRADI Santé Occitanie, et qui, de la même façon qu'Anne vient de vous présenter les modalités d'accompagnement des professionnels de santé par la CEPAM, va vous présenter les modalités d'accompagnement des établissements par le GRADI Santé Occitanie. Benjamin, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous faire un focus sur l'accompagnement en fait qui est proposé auprès donc des établissements. Donc je vais vous parler déjà de ce qui est déjà en place et qui fonctionne. Donc au niveau donc de l'accompagnement des établissements, on accompagne actuellement pratiquement une vingtaine d'établissements sur le département de la Haute-Garonne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau donc, des profils des établissements là, que l'on accompagne, donc on a des établissements qui ont une activité de type SSR ou MCO, on a de la psychiatrie également. On a des établissements qui ont des configurations techniques et qui sont particulières. On a des fois des combinaisons en fait entre le type de gamme, de dossier patient ou d'opérateur de messagerie sécurisée de santé qu'on va retrouver dans l'établissement qui est vraiment unique. On a également des degrés de maturité différents pour ce qui concerne l'alimentation du DMP. On a des établissements qui alimentent déjà le DMP, d'autres qui n'alimentent pas encore le DMP, des établissements qui pensent alimenter le DMP, mais on s'est rendu compte, d'après les indicateurs d'usage, que récemment, il y avait un dysfonctionnement et il n'y avait pas d'alimentation du DMP. Donc, du coup, on est parti sur un accompagnement qui est vraiment individualisé auprès de chaque établissement. L'objectif, le but en fait de l'accompagnement, c'est de faire en sorte que l'établissement puisse être en capacité d'alimenter massivement de manière automatisée donc, le dossier médical partagé et qui puisse être aussi en capacité d'échanger avec le patient via la messagerie sécurisée citoyenne. Donc là, c'est plutôt, on va dire, une approche quantitative, massive, automatisée des usages. Et en parallèle aussi, donc, on va accompagner les établissements sur un travail un peu plus qualitatif, donc avec une approche par parcours. Donc, on avait 4 parcours qui étaient identifiés, donc parcours cancer, parcours couple mère-enfant, parcours personnes en situation de handicap, et il m'en manque un, c'était le parcours personnes âgées. Et en fait, on va travailler avec les équipes de chaque établissement pour qu'on puisse mettre en place un usage de Mon Espace Santé, c'est-à-dire à quel moment on va pouvoir utiliser la messagerie sécurisée citoyenne, quel type d'informations on va pouvoir partager avec le patient, etc., etc. Alors, si on parle si on rentre dans le concret au niveau de l'accompagnement, l'accompagnement donc se traduit donc à la fois par une sensibilisation, une communication donc à la fois auprès de l'établissement
mais aussi auprès donc, des partenaires et professionnels du territoire. On a prévu donc d'organiser des petits événements autour de Mon Espace Santé en partenariat avec les établissements qui participent au pilote. Ça va permettre voilà, de sensibiliser tous les acteurs du territoire qui n'ont pas encore reçu l'information et on pourra les intégrer voilà, dans la mise en place de Mon Espace Santé. Donc j'en parlais également, donc on a vraiment des caractéristiques qui sont vraiment spécifiques des fois à chaque établissement, donc on les accompagne sur tout ce qui est donc un soutien à l'évolution du système d'information. Donc on fait remonter les problématiques que les établissements peuvent rencontrer auprès de leurs éditeurs. On va les accompagner donc dans tout ce qui est appui technique. Donc, est-ce que votre gamme, par exemple, est en capacité de faire appel au téléservice, INSI, etc., etc. Est-ce que votre DPI, votre version de DPI est en capacité du coup d'alimenter le DPI, le DMP, etc., etc. Donc, on accompagne vraiment les établissements d'un point de vue donc technique en lien avec donc nos collègues du coup du groupement e-santé Occitanie, les équipes qui sont spécialisées d'un point de vue technique. Alors après, en termes d'organisation, donc on a prévu un suivi qui est hebdomadaire avec chaque établissement. Donc c'est vraiment un suivi individualisé, c'est-à-dire qu'on va reprendre les actions, les problématiques qui avaient été remontées et voir si les actions et tâches qui étaient identifiées ont été réalisées ou non. On va pouvoir également accompagner les établissements sur tout ce qui est la conduite au changement et l'adaptation organisationnelle. Donc là, je pense notamment à la mise en place donc, des bonnes pratiques en termes d'identité-vigilance. Donc là, pareil, on peut faire le relais avec les équipes internes. Donc, il y a une cellule d'identité-vigilance au sein du groupement qui permet voilà, d'apporter une expertise à l'établissement pour mettre en place donc, les bonnes pratiques, etc. On suit également donc, les indicateurs d'activité et toutes les demandes, les remontées donc, des établissements. Également, on va pouvoir donc, les partager, les centraliser, les faire remonter donc, auprès donc, soit des éditeurs et également auprès donc, des équipes de l'ANS qui peuvent également nous apporter donc, des réponses aux questions que peuvent nous poser les établissements. Donc, juste aussi pour information, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, voilà, de nous envoyer un petit mail sur l'adresse mail qui est indiquée sur la slide. Merci Benjamin pour cette intervention. Alors, il y a eu plusieurs questions dans les questions. Donc, les réponses vous sont apportées au fur et à mesure. Toutefois, peut-être, je vous propose qu'on en reprenne quelques-unes pour aller peut-être un petit peu au-delà sur la réponse. Notamment, il y a eu une question de Monsieur Lamy sur le fait de savoir si Mon Espace Santé pourrait servir à faire des visioconférences. Donc, effectivement, ça ne permettra pas de faire des visioconférences. Par contre, et là, peut-être tu pourrais compléter sur les éléments sur le bouquet de services. Oui, bien sûr. L'idée, là, vraiment, c'est de définir une plateforme à l'échelle nationale qui permette aux professionnels de santé et aux usagers d'échanger en toute sécurité. Pour ce qui est de la visioconférence, des plateformes de téléconsultation, il existe des acteurs privés qui permettent aujourd'hui de le faire, notamment sur le volet téléconsultation. Donc, on ne va pas mettre en place de modalités de visio directement dans Mon Espace Santé. Par contre, effectivement, comme le disait Marie-Christine, on va référencer un certain nombre de plateformes qui permettent de faire de la téléconsultation et on ne référencera que les plateformes qui respectent les conditions de sécurité, c'est-à-dire la conformité à la doctrine technique du numérique en santé et aux exigences spécifiques liées à la téléconsultation qu'on est en train de travailler avec les équipes qui sont en charge de la télésanté à la DGOS. Donc, l'idée, c'est que demain, pour les acteurs de la télémédecine, que ce soit téléconsultation ou autre, les usagers puissent retrouver un certain nombre de services qui respectent ces conditions de sécurité via le catalogue de services référencé dans Mon Espace Santé. Merci Ella pour ces précisions.
Il y a également eu des questions sur les documents qui peuvent être stockés et partagés dans mon espace santé. Donc, vous avez eu des premiers éléments de réponse et je pense que la démonstration va vous éclairer ensuite, qui va venir, va vous éclairer sur le fonctionnement, effectivement, tous les types de documents qui pourraient être déposés au travers de cas d'usage. Donc, on va revenir dessus. Je continue à balayer les questions. Donc effectivement sur l'accompagnement des établissements qui peut être mis en place par le GRAD e-Santé Occitanie. Donc effectivement il y a eu une première réponse de fait. Si on parle spécifiquement de mon espace santé et plus globalement du Ségur numérique, aujourd'hui sur mon espace santé on est bien dans une phase pilote. Cette phase pilote elle a aussi vocation à voir de quelle façon on peut au mieux accompagner les établissements et les professionnels. Donc, ce que vous ont présenté Benjamin et Anne va faire l'objet d'un rétex à la fin de cette fin d'année, au mois de décembre, et ça permettra d'adapter l'ensemble de l'accompagnement qui pourra être proposé pour les établissements et les professionnels. Alors, il y a des questions qui vont faire l'objet de la démonstration qui suit. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement tout de suite de passer à la démonstration. On continuera à regarder les éléments de questions et on poursuivra les réponses. Donc, effectivement, au-delà on a vu la mise en place du service, l'ouverture, ce qu'est le service. Et là, concrètement, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et surtout, comment ça fonctionne, comment vous utilisez aujourd'hui ou vous allez utiliser demain la messagerie MediMail pour pouvoir échanger avec vos patients de façon sécurisée. Donc, je laisse la parole et la démo à Philippe Béder, donc, qui est conseiller à la stratégie, et Fabrice Amatui, directeur adjoint de l'offre e-parcours patient au MIPI. Philippe, Fabrice, je vous laisse la main. Merci Marie-Christine. Effectivement, tout d'abord mes excuses, vous avez le son, vous n'avez pas l'image. J'ai été lâché par mon ordinateur quelques minutes avant la conférence, donc j'espère que ça va tout bien se passer. Donc effectivement, le MIPI, c'est l'opérateur de MediMail, solution que vous connaissez bien, vos professionnels, puisqu'il est utilisé depuis plus de 10 ans en Occitanie pour les échanges sécurisés, solution également inscrite au programme régional de santé. Et avec mon espace santé qui arrive en France et en avant-première Haute-Garonne, comme cela vous a été dit, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va vous être proposée à partir de MediMail, c'est de réaliser des échanges sécurisés par messagerie sécurisée avec vos patients. Donc c'est ça qu'on va vous montrer, ça va répondre à certaines des interrogations, pas toutes, parce qu'il y avait des interrogations sur le DMP, mais ça va répondre à certaines des interrogations posées en termes de présentation des outils, ça va être l'objet de cette démonstration. Dans une partie juste après, vous aurez des témoignages de professionnels et je pense que des échanges sur les usages réels, l'organisation pour un professionnel de santé, donc l'utilisation dans la vraie vie, pourra faire l'objet de compléments et de réponses et d'échanges suite à la présentation qui suivra la nôtre. Donc, un rappel de tout ce qui a été dit et avec un focus sur la messagerie, vous l'avez compris, vous pourrez l'utiliser votre MediMail tel que vous l'utilisez aujourd'hui dans ces différentes configurations pour échanger avec vos patients. La grande différence et la façon d'adresser un message à un patient, c'est par l'adresse. Ça, c'est très simple. L'adresse d'un patient, ça va être son matricule INS @patient.mssanté.fr. Donc, ça veut dire que l'ergonomie de l'outil MediMail va devoir évoluer. Là, vous le voyez un petit peu dans la fenêtre, vous allez le voir mieux dans la démonstration, parce qu'il nous a semblé nécessaire de retravailler cette ergonomie, notamment pour séparer les environnements d'échange professionnel et d'échange avec les patients. Donc vous verrez, l'ergonomie va un peu évoluer, et les caractéristiques de MediMail sont globalement toujours là en termes de sécurité, bien évidemment, de confidentialité, d'intégrité, etc. Le message que vous a donné là, au tout début de la présentation, c'est effectivement, ça fonctionne déjà. Depuis MediMail, aujourd'hui, vous pouvez déjà envoyer des messages à vos patients en suivant ces règles d'adressage. Caractéristique très importante, et ça va répondre à une ou deux questions qui ont été posées, vous professionnels, gardez la maîtrise de l'échange. Un des principes d'utilisation, c'est qu'un patient ne peut pas vous écrire spontanément, vous devez adresser un message à un patient et le patient peut y répondre.
C'est ça qu'on va illustrer au travers de la démonstration et des démonstrations qui suivent. Un patient, d'ailleurs, aura la possibilité de répondre plusieurs fois à un message initial envoyé par un professionnel de santé. Et enfin, dans ces messages, qu'est-ce qu'on va retrouver? Du texte, des documents, des pièces jointes, transmis par le patient ou par le professionnel ou l'établissement. Donc, c'est à partir de cette nouvelle capacité qu'on va voir émerger de nouveaux usages que l'on va vous montrer juste après. Donc, vous allez voir dans ces démonstrations, une démonstration de Medemail dans son interface web, je vais dire classique, mais quand même modifiée pour intégrer la messagerie patient. Également dans un environnement bureautique, plus spécifique à un établissement de santé, donc un environnement de type Outlook. Et les cas d'usage qu'on va vous proposer, ils sont issus de la réalité, de témoignages que l'on a reçus, notamment du docteur Perrault qui est connecté et qui est présent avec nous aujourd'hui. Ce sont des messages qui sont avant une consultation ou après une consultation et un séjour. Donc, je passe la parole à Fabrice. Fabrice qui va vous présenter ces éléments-là et les démonstrations. Oui, bonjour. Donc, on va vous présenter trois démonstrations. Donc, la première, ce premier exemple, c'est un médecin qui, en prévision d'un rendez-vous, demande des documents à son patient. Donc, je vais lancer la vidéo directement. Hop. Donc, je vais la mettre. Est-ce que vous voyez la vidéo? C'est bon, Philippe? Je vérifie. OK. Donc, la vidéo est partie. Alors. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a travaillé donc une toute nouvelle interface Medemail. Donc, elle est divisée ici en deux parties. Donc, on a la zone d'échange classique Medemail qui reste inchangée par rapport à la version actuelle. Et là, vous avez donc cette nouvelle zone qui est réservée pour séparer les échanges avec les patients. Donc, globalement, pour écrire à un patient, vous allez cliquer sur « Nouveau message patient ». Vous allez renseigner l'INS de votre patient et le système complète automatiquement l'adresse de messagerie citoyenne. Donc là, vous allez pouvoir classiquement remplir l'objet et le corps du message. Donc, dans le cas d'usage ici, c'est un médecin qui demande un document à son patient. Donc, globalement, on fonctionne comme si on était sur Medemail. Donc, on envoie le message. On bascule à présent côté patient dans son espace de santé. Donc, le patient accède au message envoyé par le professionnel de santé. Et donc, il clique sur le document, sur le message pour y accéder. Ici, il répond. Et dans notre exemple, il joint à sa réponse au médecin une lettre de sortie d'hôpital. Donc, il va aller récupérer directement sur son ordinateur. Et on a aussi intégré la possibilité d'ajouter le profil médical du patient qu'il a créé lui-même sur son espace santé. Il rédige le corps de son message. Et donc, de son côté, on va laisser le patient envoyer le message. Et de son côté, donc, le médecin reçoit la réponse dans sa boîte patient Medemail. Il y a un indicateur qui lui signifie qu'il dispose d'un nouveau message. Alors, je suis un peu en décalé. Je vais essayer de suivre sur l'écran de Philippe. Donc, on a un indicateur qui lui signifie qu'il dispose d'un nouveau message. Et donc, comme pour la messagerie professionnelle, il clique sur la boîte de réception pour accéder à son message. Donc, il clique ici sur son message. J'essaie de garder loin. Donc, dans notre exemple ici, il va cliquer sur la lettre de sortie pour visualiser la lettre de sortie qui va pouvoir donc soit imprimer, soit intégrer directement dans son LGC DPI. Pour la prochaine démonstration, je vais essayer de me caler sur l'écran de Philippe parce que j'ai l'impression que je suis pas mal en avance par rapport. Moi, je suis un peu synchro par rapport à ce que je fais, mais je suis pas mal en avance. Donc, on va passer à la seconde. Hop, je vais ouvrir donc la seconde vidéo. Hop, que je vais essayer de mettre en pause. Il faudrait que je puisse la mettre en pause rapidement. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on est sur l'exemple d'un médecin qui a reçu les résultats d'analyse d'un patient et qui va échanger avec lui sur ses résultats. Alors, donc, notre médecin se connecte ici sur Medemail, sur cette nouvelle interface Medemail avec ces deux espaces séparés comme vous avez pu le voir. Donc, il clique sur « Nouveau message patient ».
c'est quelque chose que vous avez vu déjà. Il renseigne l'INS patient, on complète automatiquement l'adresse de messagerie patient. Donc, pareil, dans notre exemple, là, il fait un retour à son patient donc, sur les résultats de son analyse de sang et il fait partir son message. Donc, de son côté, le patient se connecte à son espace santé, il a cette petite notification qui lui dit qu'il a un nouveau message, il accède à sa boîte pour prendre connaissance du message en question. Et donc, dans notre exemple, il répond à son médecin pour lui demander un complément d'information. Là, on va vous montrer côté médecin, donc la notification qu'il reçoit habituellement. Alors, je suis toujours sur mon écran. Donc, il est sur la notification qu'il reçoit habituellement. Il clique sur cette notification Medemail. Il rentre directement dans Medemail. On vous a passé les étapes authentification. Et comme il en a l'habitude, il répond à son patient comme il le ferait sur Medemail classiquement. Globalement, les usages ne changent pas. On vous le prouve avec par exemple le dossier message envoyé. De la même façon qu'il envoie des messages à des professionnels de santé, il a accès à son dossier message envoyé pour l'ensemble des messages envoyés aux patients. On reste dans le même environnement ergonomique, là aussi, sur cette messagerie patient. On va parler et on va vous montrer le troisième exemple. Alors, le temps que je charge. Ce troisième exemple, donc c'est un exemple à destination donc des établissements. Donc, dans un établissement, une secrétaire médicale envoie à l'aide de sa suite bureautique Microsoft Outlook un document à un patient. Je partage ma vidéo, c'est bon. Donc ici, dans notre exemple, le secrétariat d'un médecin en établissement utilise son client Outlook connecté à un serveur Exchange, lui-même interfacé directement avec Medemail, pour envoyer un mail de type suivi post-opératoire. Donc la secrétaire, elle crée un nouveau message avec le bouton Medemail, elle renseigne l'adresse de messagerie citoyenne du patient, et elle lui envoie les documents de suivi post-opératoire classiquement comme elle le fait avec son client de messagerie classique. Donc elle rédige son message, elle va aller chercher ici le document de suivi post-opératoire et elle l'envoie au patient. Globalement, ça ne change pas grand-chose pour elle. Le patient donc, se connecte à mon espace santé, toujours notifié de l'arrivée d'un nouveau message. Donc, il va pouvoir prendre connaissance du message et il va pouvoir cliquer sur la pièce jointe pour ouvrir le document de suivi post-opératoire. Donc, il va pouvoir prendre connaissance directement en l'ouvrant directement dans mon espace santé, mais il va pouvoir aussi télécharger ce document. Donc, il le télécharge pour pouvoir le consulter ultérieurement. Le patient a aussi donc la possibilité de répondre au secrétariat médical pour confirmer par exemple qu'il a bien pris possession des documents envoyés. Ici, il va dire qu'il a bien reçu les documents. Il envoie son mail automatiquement au secrétariat. Et donc, elle, dans son client Outlook, elle reçoit les messages patients dans une boîte spécifique dédiée patient. Elle voit qu'il y a un nouveau message patient. Elle clique dessus et elle prend connaissance et s'assure que les documents ont bien été transmis au patient. Voilà. Les usages ne changent pas ou peu par rapport à des utilisations classiques Outlook. C'est fini pour les démonstrations. Merci Fabrice. Donc, en conclusion de ces démonstrations, j'espère. Alors, il faut réussir à repartager le document. Donc là, vous avez pu voir donc l'ensemble des démonstrations. Je continue d'avancer et je récupère la démo. Donc, sur l'ensemble des démonstrations, vous avez noté qu'on a utilisé l'interface web de mon espace santé. Bien évidemment, ces mêmes fonctionnalités sont disponibles sur smartphone. C'était pour les questions de la démo qu'on a utilisé une interface IHM Web. Bien évidemment, pour un patient, l'ergonomie sur smartphone est également disponible et probablement plus ergonomique et adaptée encore que ce qu'on a pu vous montrer là. Donc, passer cette première démonstration, vraiment des fonctionnalités et des capacités de l'outil, je pense qu'il sera intéressant que vous puissiez maintenant discuter et aborder la question des usages dans la réalité, à partir des expériences, notamment du docteur Perrault qui va prendre la main juste après. Mais ce qu'il faut noter à nouveau, c'est que le service est opérationnel, qu'on est sur une phase pilote avant un déploiement généralisé. Donc l'intérêt de cette phase pilote,
c'est de tester les outils, c'est de tester les usages, de les identifier, d'en faire émerger de nouveaux, et bien évidemment, sur la base de vos retours, les premiers retours étant ceux qu'on a aujourd'hui, mais les retours d'utilisation, on va pouvoir faire évoluer les différents outils, donc pour notre part côté Medemail, mais bien évidemment côté pouvoir public, faire évoluer le service lui-même en termes de fonctionnalité, de capacité technique, parce que c'est à ça que sert un pilote, à préparer la généralisation au niveau national de ces outils. Donc merci. On va passer la main maintenant à Marie-Christine, qui va ensuite pouvoir lancer la prochaine étape de cette conférence liée plus particulièrement aux usages. Nous répondons toujours à vos questions et on revient vers vous pour la phase de questions-réponses finale. Merci. Oui, merci Philippe, merci Fabrice. Donc effectivement, on va arriver maintenant à la dernière partie de ce webinaire. Donc on répond à vos questions au fur et à mesure et il y a pas mal de questions qui tiennent aux usages de cette messagerie citoyenne, avec des impacts peut-être sur la gestion du temps des professionnels de santé, sur le fait que ça ne conduise pas les professionnels de santé à se faire déborder et que ça puisse également conduire à des consultations. Donc voilà, donc il y a plusieurs questions qui sont sur ce domaine-là. Donc le plus simple, c'est effectivement de passer la parole à des professionnels de santé qui ont accepté aujourd'hui de témoigner. Ils vont témoigner de leurs usages de cette messagerie citoyenne. Donc, juste, je vais laisser la parole tout de suite au docteur Jean-Christophe Calme, président de l'URPS Médecins Libéraux d'Occitanie, qui va introduire cette séquence. Et ensuite interviendront le docteur André Perrault, médecin généraliste, et Coralie Duchesne, infirmière, pour nous faire part de leurs usages. Docteur Calme, je vous laisse la parole. Oui, merci Madame Lab. J'espère que vous m'entendez. Je ne suis pas très ferré en technique, mais ça a l'air de marcher. Je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet qui est essentiel parce que la communication, c'est la base du soin. La communication entre soignants et la communication entre les soignants et les structures, et aujourd'hui la communication entre les soignants et les patients, ça fait partie de la démocratie sanitaire et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Mais pour autant, il ne faut pas que ça devienne gênant et que ça diminue le temps de soins. Et c'est pour ça que la transparence et l'efficacité de l'outil sont essentielles. Donc, je suis utilisateur de Medemail, je peux en parler un petit peu en connaissance de cause. Pour moi, c'est complètement transparent puisque je ne me sers pas de l'interface web qu'on vient de voir. Il est rapatrié directement dans mon outil, dans mon logiciel de gestion de patients, ce qui permet d'avoir une utilisation qui est totalement transparente. Donc, ça ne me gêne pas et au contraire, ça favorise mon activité puisque ça me permet de recevoir les courriers et de les intégrer directement. Mais c'est vrai que quand je vois ce qui est demandé aujourd'hui et que je vois qu'il va y avoir donc ces relations avec les patients via Medemail, je comprends que les médecins puissent être inquiets. C'est pour ça que ce que j'ai entendu là m'a un petit peu rassuré. Apparemment, Medemail va permettre de garder la maîtrise, et vous me rassurerez si c'est le cas, ou vous me contrôlerez si je me suis trompé. Le professionnel de santé va garder la maîtrise de ces échanges, c'est-à-dire que il pourra ne pas être sursollicité par les patients. Parce que je vous laisse imaginer, aujourd'hui, comme la plupart des généralistes français, nous avons en gros 900 patients médecins traitants, c'est-à-dire 900 personnes avec qui nous communiquons régulièrement. Si ces 900 patients se mettent à envoyer des messages très réguliers, vous imaginez ce que peut devenir notre vie au-delà du cabinet, un véritable enfer familial, avec des temps de réponse qui vont obérer notre temps de travail. Donc, cette maîtrise de l'objet, cette maîtrise de la messagerie, elle est effectivement nécessaire, mais j'ai entendu que c'était prévu par le MIPI et je vous en remercie. La séparation des échanges aussi est importante, les échanges entre soignants, les échanges entre soignants et structures et les échanges destinés aux patients, ça me paraît extrêmement important. Donc, la question de la messagerie, elle est importante. Il ne faut pas confondre la messagerie et ce qui va nous servir aussi dans nos réseaux de soins et notamment dans les CPTS, qui est la messagerie instantanée. Ce sont deux choses différentes. Il y a la messagerie d'une part avec Medemail qui permet d'envoyer des documents de façon sécurisée, qui permet de communiquer avec ses patients, et il y a la messagerie instantanée qui est autre chose, qui va beaucoup servir aux soins. Et je pense d'ailleurs, et l'ARS est là et nous en parlera peut-être, mais je ne sais pas si ça va être connecté avec l'espace de santé numérique, je ne pense pas d'ailleurs, c'est peut-être pas l'objet, je ne sais pas comment ça s'interface pour ça, mais la messagerie de santé instantanée est importante aussi, mais pour les soignants essentiellement pour le moment en tout cas.
En ce qui concerne les échanges avec les patients, je pense qu'il faut rester dans le cadre très sécurisé de la messagerie de santé, sécurisée, qu'est Medimail, avec notamment, et j'ai vu que la question a été posée, et je la pose aussi, c'est celle de l'accès du patient à sa messagerie sécurisée. Je suppose qu'il y a une authentification forte, mais alors j'ai peut-être raté le passage, vous en parliez, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est une authentification par carte vitale, par l'INS, etc. Peut-être vous pourrez en dire plus. Alors, on a zappé dans la démonstration, on a zappé volontairement pour pas alourdir les démonstrations. Et oui, on est sur de l'authentification forte sur l'espace patient. Le patient renseigne un identifiant, un mot de passe, et il renseigne après un OTP, un mot de passe temporaire qu'il reçoit soit par mail, soit par SMS. Donc, pour s'assurer que c'est bien le bon patient qui se connecte ou qui tente de se connecter à cet espace patient. Merci pour cette réponse. Donc, oui, deux choses à différer, à voir de façon totalement différente, c'est-à-dire la messagerie entre professionnels et la messagerie avec les patients. La séparation des flux est importante pour les professionnels de santé. Je vois que vous avez prévu à mettre en œuvre, c'est très bien. Ça me paraît extrêmement important pour nous. Merci, Dr Calme. Merci, Dr Calme, pour l'introduction de cette séquence vraiment dédiée à l'usage par les professionnels de santé. Donc, on continue à regarder les questions dans le chat et après les témoignages du Dr Perrault et de Coralie Duchesne, nous reviendrons sur les principales questions que vous avez pu poser. Donc, Dr Perrault, je vous laisse la parole pour que vous puissiez témoigner de votre expérience et de votre usage de l'échange sécurisé avec vos patients. Il faut que vous... Voilà. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Depuis qu'on m'a demandé d'intervenir à ce webinaire, c'est-à-dire en début du mois de septembre, j'ai comptabilisé les mails que je recevais strictement de patients, donc du 6 au 16 septembre, c'est-à-dire sur 10 jours, j'en avais 110, ça fait à peu près 11 mails par jour. Bon, en comptant, je ne compte pas ça fait un peu plus par jour parce qu'il y a les week-ends. Alors, sur ces 10 jours, quel type de mail? Alors, j'ai des adaptations d'INR, de traitement AVK, j'ai des renouvellements d'ordonnances sur des hypertensions équilibrées chez des patients jeunes, de lévothyrox, voire de morphinique sur des patients. Soit directement, c'est envoyé aux patients, soit le plus souvent directement à la pharmacie, à la demande de la famille ou de la pharmacie elle-même, ou des infirmières au chevet du patient, qui recontrôle les ordonnances et où il y a des bugs. C'est souvent, bien sûr, les patients plus âgés ne sont pas connectés, ça c'est clair, mais leurs enfants le sont. Donc souvent, c'est eux qui me renvoient les mails, qui m'envoient des mails et qui vont récupérer les ordonnances à la pharmacie ou les prescriptions ou même les régularisations thérapeutiques avec les institutions ou les EHPAD. Ensuite, j'ai des réceptions de compte rendu, radio. Alors les radios, ça, les patients, ils sont un peu perdus parce que maintenant, les radiologues ne donnent plus les comptes rendus, mais des codes qu'il faut aller chercher sur Internet. Donc c'est souvent moi qui le fais. J'ai des mails, bien sûr, sur des réponses de biologie qui entraînent soit un conseil, soit on rassure, soit une demande de prise de consultation ultérieure. Ensuite, j'avais des courriers de spécialistes envoyés hors Medimail, donc non sécurisés, ça, il y en a beaucoup encore. J'ai des renouvellements de prescriptions de kiné. J'ai eu 2 transferts de courriers, de dossiers patients sur des gens qui avaient déménagé. Des renvois de compte rendus vers les infirmières aussi. Et alors, bien sûr, le plus souvent, c'est des descriptions d'état clinique par le patient qui justifie ou non un retour de mail, un retour téléphonique pour une orientation vers un projet diagnostique ou thérapeutique. Ça, c'était sur 10 jours à peu près. Alors, l'intérêt maintenant pour moi de la messagerie, c'est vraiment en premier lieu, et ça, M. Calmes le disait, c'est le maintien du lien. À l'heure où les gens n'arrivent pas à nous joindre au téléphone, à l'heure où ils prennent des rendez-vous sur Doctolib, qui est bien impersonnel en tout cas, et où il y a pas beaucoup de partage, le mail est encore pour le patient la garantie d'un suivi
et pour moi d'une traçabilité. Et en plus, en vieillissant, éviter les oublis parce qu'au moins il y a un écrit et je peux m'y référer. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi dans le mail, c'est la gestion temporelle, c'est-à-dire je peux choisir, il y a le mail où il faut répondre rapidement, ceux où je peux prendre le temps le soir en fin de journée quand je débriefe avec la secrétaire. Donc ça, c'est quand même intéressant pour cet outil-là. Et dernière chose, la traçabilité, ma secrétaire fait des copier-coller sur les mails importants qu'il faut garder dans la consultation, que je passe en consultation dans le dossier patient. Voilà, ça c'est jusque-là en grande partie sur une messagerie normale, puisque la messagerie sécurisée, on l'avait testé, mais c'était pas très très facile au départ. Ensuite, avec les spécialistes, là c'est par messagerie sécurisée, mais c'est encore trop peu à mon sens parce que tous ne s'en servent pas. Et mon but serait que s'il y a un DMP bien alimenté, la messagerie entre hôpitaux et médecins de ville est un peu caduque. Exemple que ce matin, je reçois un email d'un traumato pour un de mes patients qui a eu un traumatisme du coude et je range ce courrier dans le DMP du patient et je regarde, parce que ça, il faudra peut-être en parler, je regarde qu'il n'a pas déjà été rangé par le traumato, donc il n'y était pas. Et en rangeant le courrier du traumato, je vois un courrier bien libellé où il y a écrit psy et j'apprends en consultant le DMP que mon patient a été hospitalisé en psychiatrie au début du mois de septembre. Je n'ai pas le courrier parce qu'il a dû être le compte-rendu d'hospitalisation a dû être donné au patient, mais en tout cas j'apprends et ça j'ai trouvé ça sympa parce que rien qu'en allant sur le DMP, j'ai appris que mon patient avait été hospitalisé et plus vite même que le courrier lui-même. Donc c'est la fonction du DMP, moi qui me séduit beaucoup. Voilà, enfin la dernière chose, oui, c'est le maintien avec les professionnels de santé du secteur. Je passe beaucoup, tous les comptes rendus des patients, on ne le faisait pas, ça par mes emails, j'envoie à mes infirmières une sortie d'hospice d'un patient, enfin, etc. Donc elles sont au courant enfin, parce qu'avant elles ne l'étaient pas, au courant enfin des derniers traitements, ce que le patient avait, ça m'évite, moi, bien sûr, des déplacements au lit du patient, c'est évident, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être pas utile pour toute la patientèle, mais en tout cas pour moi c'est expérimental et il faut s'en servir pour le rendre, à mon avis, indispensable à terme. Voilà. À l'infirmière. Merci docteur Perrault pour ce témoignage. Vous avez conclu sur effectivement au-delà de l'intérêt pour le patient, sur le lien aussi que ça permet entre professionnels de santé au bénéfice du patient. Donc, la transition est toute trouvée et je laisse la parole à Coralie Duchesne sur, de la même façon, son retour d'expérience de l'utilisation de la messagerie citoyenne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je teste cet échange patient-professionnel de santé depuis presque un an. Donc, on n'était pas beaucoup au départ. Donc, ça ne fonctionnait pas comme maintenant via mon espace de santé. Donc, c'était assez compliqué pour mes 5 patients qui étaient en test au début, parce qu'à chaque fois qu'ils devaient se connecter pour accéder à la messagerie, il fallait qu'ils changent de code. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais après, ils ont trouvé très avantageux le fait qu'on puisse communiquer, avoir les comptes rendus beaucoup plus rapidement entre les professionnels de santé et eux, avoir des retours beaucoup plus rapides sur des questions données sans perturber ma tournée ou le médecin traitant. Je pense notamment à des échanges de bilan sanguin pour avoir le réajustement d'un traitement anticoagulant. Il y a aussi, par rapport à des états de plaie, on m'envoie les photos, moi je peux établir une prescription et si jamais il a faxé directement à la pharmacie. Donc c'est un gain de temps pour les patients, c'est aussi un gain de temps pour les professionnels. C'est vrai qu'on a des comptes rendus beaucoup plus rapides par rapport aux hospitalisations, parce que des fois on compte à peu près 2, voire 3 mois, voire jamais de compte rendu, donc là c'est beaucoup plus rapide. Donc, moi, je ne vois que des avantages sur ce système-là. Après, il est vrai que j'ai vu dans les questions posées, il y a d'autres messageries, notamment Doctolib, où tout le monde s'en sert, sauf que le Doctolib, nous, on n'a pas forcément de retour quand les patients nous envoient des mails dessus. Donc là, c'est vrai que mes emails, le fait qu'elles soient raccrochées à nos adresses mail, on voit dès qu'il y a un patient qui nous envoie des messages. Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile.
J'ai envie de répondre aux médecins qui disent que oui, ben, on n'a pas beaucoup de temps. Ben, nous non plus, on n'a pas beaucoup de temps. Et je peux vous assurer que ce système-là nous avance énormément, nous fait gagner énormément de temps. Alors oui, des fois, ben, c'est un petit peu compliqué d'aller voir nos boîtes mail, mais ça peut nous faciliter la vie au quotidien. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai sur mon retour depuis 1 an. Voilà. Merci Madame Duchesne pour votre intervention. Donc effectivement, on retient effectivement ce que ça a pu apporter dans votre pratique, notamment par rapport aux patients, avec ce gain en termes de fluidité, de l'information, du partage d'informations, le fait que ça ait pu renforcer le lien avec vos patients. Et puis effectivement, par rapport à l'inquiétude de certains du temps qui pourrait être consacré à ce nouveau mode d'échange, eh bien, votre témoignage est intéressant pour aussi montrer le temps que ça peut faire gagner. Donc, merci pour vos témoignages. Donc, il y a eu pas mal de questions. Je pense que pratiquement l'ensemble des questions ont obtenu une réponse. Ce que l'on fera, c'est que suite à ce webinaire, on adressera à l'ensemble des participants une synthèse de ces questions et en reprenant les principaux éléments. Je pense qu'il faut effectivement, et il est important de retenir que nous sommes aujourd'hui dans une phase pilote. Cette phase pilote, elle est vraiment là pour à la fois ancrer des usages, les regarder se développer, pouvoir les observer, pour justement pouvoir dire quels sont les usages pertinents dans l'échange sécurisé de données de santé entre le professionnel et le patient dans le cadre de mon espace santé. Donc, on l'a vu, j'ai pu le voir dans les questions qui ont été posées, il y a la crainte de certains professionnels que mon espace santé soit un millefeuille, c'est le terme qui a été employé. Donc là, il faut bien voir que l'on n'a pas de solution supplémentaire pour le professionnel de santé qui utilise toujours sa messagerie sécurisée de santé, donc il utilise le même outil, et c'est grâce à cet outil qu'il va pouvoir communiquer avec le patient dans le cadre de mon espace santé avec son volet messagerie citoyenne. Donc, pas de nouvel outil pour le professionnel, pardon. Vous gardez vos outils et dont vous maîtrisez d'ores et déjà aujourd'hui l'usage. Je pense qu'il est peut-être aussi important de revenir peut-être rapidement sur le calendrier. Donc peut-être je peux relaisser la parole là-dessus à Ella ou à Anne, côté CEPAM, puisqu'il y a eu des questionnements sur le calendrier, plusieurs questionnements, ainsi que sur l'ouverture et la fermeture du service, peut-être pour pouvoir redonner ces éléments d'information. Oui, bien sûr. Alors, concrètement, on aura abouti ce qu'on appelle donc le mécanisme de création automatique à la mi-octobre pour les 3 départements pilotes. Donc concrètement, on a envoyé les premiers messages tout début septembre. C'est 6 semaines après, donc tout début octobre, que les premiers espaces numériques de santé auront été créés. Et c'est le 25 octobre que dans les 3 départements, Loire-Atlantique, Haute-Garonne et Somme, tous les patients, tous les assurés sociaux disposeront effectivement d'un espace numérique de santé et de la messagerie sécurisée qu'elle contient. Et donc, tous les patients que vous prenez en charge disposeront effectivement d'un compte d'ici la fin du mois prochain. Donc, vraiment, n'hésitez pas là-dessus à l'utiliser et à nous faire remonter les éventuelles problématiques que vous auriez rencontrées, soit vous en tant qu'usager dans le cadre de l'activation de votre compte, soit des choses que des patients vous auraient remontées. Pour nous, c'est vraiment tout l'enjeu de cette phase de test que de pouvoir résoudre les problèmes qu'on rencontre concrètement sur le terrain là-dessus. Après cette phase pilote dans les 3 départements, nous, on entame avec les collègues de l'assurance maladie la phase de généralisation sur l'ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2022. Donc, concrètement, à partir du 1er janvier 2022, on va commencer à notifier
l'ensemble des assurés sociaux connus de l'assurance maladie, toujours soit par mail, soit par adresse postale. Et au fur et à mesure, on aura fini de notifier l'ensemble des usagers à la mi-mars. Et c'est 1 mois et 10 jours après la fin des notifications que seront créés les derniers espaces numériques de santé. Et donc concrètement, tous les assurés sociaux, tous les citoyens qui ne se seront pas opposés à la création de leur compte Mon Espace Santé auront un compte créé à la mi-avril, dirons-nous, donc mi-avril 2022. Voilà pour les éléments de calendrier. Quelques détails sur les mécanismes de création et d'opposition. Donc, moi, je reçois un message, je peux soit tout de suite me connecter et à ce moment-là, je peux le remplir moi-même, je peux recevoir des messages, je peux recevoir des documents de la part de mes professionnels de santé, soit je ne fais rien et c'est dans 1 mois et 10 jours après la réception de cette information que je peux que mon compte est automatiquement créé, soit à la réception du message, je ne souhaite pas disposer du dispositif et donc je m'y oppose et entre guillemets proactivement je le clôt. Imaginons que je n'ai pas vu passer l'information, que je m'en sois pas souvenu, que je m'en suis pas occupée pendant le mois et 10 jours de délai. Eh bien, à n'importe quel moment, l'assuré peut clore et fermer son compte assez simplement dans Mon Espace Santé. Il peut d'ailleurs, même après l'avoir clos, en demander la réactivation, la réouverture assez simplement également. Donc, il n'y a pas concrètement d'engagement fort du côté du patient. Il peut à tout moment revenir sur sa décision, que ce soit sa décision d'opposition ou sa décision de clôture. Voilà rapidement les quelques éléments de détail là-dessus. Merci Ella. Il y a beaucoup de questions, donc on a encore un peu de temps, donc je propose qu'on en prenne certaines. Donc il y a eu une dernière question, donc là Ella, tu as repris effectivement les mécanismes de création et de fermeture. Il y a également une question sur le fait qu'un patient puisse reprendre le fil d'une discussion a posteriori. C'est-à-dire un professionnel de santé écrit à un patient, puisque c'est bien le professionnel qui initie l'échange avec le patient. Comment empêcher qu'un professionnel rebondisse sur ce fil de discussion antérieur pour communiquer avec son patient? Ou que le patient rebondisse a posteriori, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Alors, en soi, effectivement, un patient peut le faire. Donc, nous, on prévoit des mécanismes pour permettre à un professionnel de santé, on va dire, de clore une correspondance. Donc, c'est des choses qu'on peut faire par 2 canaux. Soit la messagerie que vous utilisez le permet, soit, en fait, vous nous envoyez un message à une adresse dédiée de support côté assurance maladie et c'est nous qui nous occupons de clore entre guillemets, le canal de communication. Donc, on a ces 2 mécanismes-là pour qu'un professionnel, on va dire, mette fin à une correspondance qui aurait été, entre guillemets, réanimée, réactivée par un patient. Merci Ella. Je pense qu'on a encore un peu de temps, donc on va prendre d'autres questions. Pardon. Excusez-moi. Après, moi, pendant la phase test, c'était soit moi qui initiais la conversation, soit les patients. Je ne vois pas quelle est la contrainte pour les professionnels de santé que ce soit les patients qui initient une conversation. Au contraire, si un patient va en hospitalisation et a un compte rendu urgent à nous donner, je ne vois pas où est le souci que le patient nous communique le compte rendu. Si on bloque l'accès côté patient aux soignants, je ne vois plus l'intérêt de créer cette messagerie. On revient au téléphone. Alors, je pense juste qu'on est sur 2 fonctionnalités différentes de Mon Espace Santé. Ce que vous venez d'évoquer, Madame Duchesne, c'est le dépôt d'un document dans le DMP, donc inclus dans Mon Espace Santé pour le patient. Et lorsqu'il s'agit de la fonctionnalité de messagerie sécurisée, là, on est sur une fonctionnalité différente. Et là, c'est bien le professionnel de santé qui initie l'échange avec son patient. Voilà, ce sont 2 fonctionnalités différentes, toutes 2 incluses dans Mon Espace Santé. Ah oui, ça, je suis d'accord. Le dépôt de document, c'est différent de la messagerie. Mais le problème, c'est qu'on ne saura pas quand le patient dépose un document sur son espace santé. Et on ne peut pas courir derrière tous les patients pour savoir s'ils nous ont déposé un document sur l'espace santé. Moi, ils m'envoyaient directement le mail avec les questions.
Mais je pense que c'est aussi dans le tout premier échange que c'est là où le professionnel de santé initie la conversation. Une fois que la conversation est initiée, le patient peut vous ressolliciter après, s'il le souhaite et si vous en êtes d'accord. Mais la toute première conversation, c'est vous qui avez tapé l'adresse MS Santé de votre patient et à qui vous avez écrit. C'est pas lui qui a retrouvé votre adresse MS Santé et qui vous a écrit tout seul. Je pense pas. C'est pas possible. Ah non, ça par contre, c'est exact. Il faut que ce soit le professionnel qui écrive une première fois à son patient. C'est là où on disait que le professionnel initie la conversation. C'est dans ce sens-là qu'on voulait le dire. Pour la toute première conversation, en fait. Je voudrais compléter la réponse pour bien, parce que je pense que c'est une parfaite illustration de ce que disait, je crois, le docteur Calme tout à l'heure. Il y a vraiment une pédagogie à faire auprès de tous les acteurs, les patients et tous les professionnels sur le bon usage de chaque outil. Le DMP, c'est fait pour partager des documents. C'est fait pour partager des documents entre une communauté de professionnels. La messagerie, c'est la messagerie, c'est entre guillemets l'équivalent d'un téléphone. Donc une messagerie entre professionnels n'a pas le même usage que le DMP entre les professionnels. Et une messagerie entre un professionnel et un patient ne doit pas non plus remplacer le DMP. Donc certes, il faut que tous les systèmes démarrent, il faut que toutes les fonctionnalités soient disponibles. Donc ça va prendre encore quelques semaines. Et là est à la manœuvre, on ne doute pas, et pas toute seule. Mais petit à petit, il va falloir effectivement que chaque outil soit utilisé correctement. Il va y avoir besoin d'énormément de pédagogie. Donc, par rapport à ce que disait Mme Duchesne à l'instant, un document qui a vocation à aller dans le DMP, qui sera dans son DMP, c'est au logiciel du professionnel de santé d'aller le chercher automatiquement ou pas. Enfin, ça, c'est l'ergonomie du logiciel dans le DMP, etc. Donc, tout ça est en train de se stabiliser. Et il va bien falloir communiquer auprès de chaque acteur et que chacun, quelque part, se discipline pour bien utiliser correctement les différents outils. Oui, merci M. Beder. J'en profite, excusez-moi, pour rebondir sur ce sujet parce que derrière la réponse et l'immédiateté de la réponse au message que nous recevons, il y a le problème de la responsabilité. Et évidemment, si un patient m'adressant un message sur ma messagerie professionnelle est en attente d'une réponse rapide et qu'il n'obtient pas, il risque d'y avoir des conséquences juridiques. C'est pour ça que la notion de réponse immédiate, elle doit être réservée à certains outils particuliers qui sont plus du ressort des liens interprofessionnels que du lien du professionnel vers le patient et inversement. Madame Duchesne, vous parliez de la réponse et du lien que vous avez de façon privilégiée avec le patient. Et c'est vrai que les infirmières ont un lien privilégié avec le patient parce que la patientèle d'une infirmière a une taille assez restreinte, celle du médecin est plus importante, celle du pharmacien est encore plus. Et on peut imaginer la masse de messages que ça peut représenter à chacune de ces échelles professionnelles. Donc, vraiment garder la notion du bon outil au bon endroit et pour le bon usage. Ce que vient de dire M. Beder, je pense que c'est extrêmement important. Merci, docteur Calme. Alors, effectivement, il y avait également une question sur l'impact juridique et la responsabilité juridique des professionnels qui ne répondraient pas. Donc, c'était une question de M. Bouscarin. Donc, effectivement, alors et là, peut-être sous ton contrôle, mais effectivement, là, on parle bien d'une messagerie sécurisée qui permet d'entretenir un fil de discussion avec son professionnel de santé pour le patient, mais qui ne tient bien évidemment ni lieu de consultation, ni lieu de réponse sur un besoin. Enfin, ça ne remplace pas une consultation. Voilà, je pense qu'il faut être très au clair là-dessus. Oui, ça c'est évident. C'est des messages qui par ailleurs sont adressés aux usagers dans leur interface côté Mon Espace Santé, notamment du point de vue de la responsabilité du professionnel. Il est bien indiqué par exemple de ne pas utiliser la messagerie en cas d'urgence et que le professionnel peut mettre du temps avant de répondre. Il faudra aussi qu'on ait ces efforts de acculturation et de partage et de justement dire à quoi sert quel outil et en tant que professionnel, dans quel cadre est-ce qu'on utilise quel outil pour sensibiliser les patients à ce type d'usage-là. Donc, d'un point de vue strictement légal, en fait, au contraire, la messagerie sécurisée de santé, elle permet d'offrir une alternative aux professionnels de santé pour qu'ils aient un outil qui leur permette d'échanger avec leurs patients dans le respect du secret médical et des conditions de sécurité et de confidentialité qui s'appliquent à l'échange de données de santé. Donc,
l'enjeu d'outiller de manière sécurisée les échanges entre un professionnel et leur patient, c'est au contraire pour couvrir les professionnels d'éventuels risques médicaux légaux, entre guillemets, sur les échanges de données qui se feraient via d'autres supports, eux, non sécurisés. Donc, on fait bien de la communication vis-à-vis des usagers pour bien orienter les usages de la messagerie, non pas en substitution d'une consultation et certainement pas en cas d'urgence. Et par ailleurs, on offre une alternative aux professionnels de santé pour qu'ils puissent sécuriser leurs échanges avec leurs patients à travers des interfaces qui permettent de garantir justement leur juste responsabilité. Et sur ce point de la confidentialité, juste une précision, on parle beaucoup de professionnels et sous-entendu de professionnels libéraux. À nouveau, il y avait une question posée tout à l'heure sur les usages. Les établissements sont également bien évidemment concernés, y compris pour des simples messages du type rappel de rendez-vous. Un rappel de rendez-vous venant d'un spécialiste ou d'un établissement qui a une spécialité clairement identifiée, on va faire de publicité, mais citons un message qui vient de l'Oncopole, est assez signifiant sur la pathologie du patient. Ça suffit très largement à donner une indication très forte, donc c'est une donnée de santé. Donc la messagerie, elle est aussi, la messagerie avec le patient, elle est aussi là pour ces échanges, je vais qualifier de logistique, mais c'est pour rendre plus fluide le parcours de soins et pour sécuriser les échanges, des choses qui passent aujourd'hui par SMS ou par messagerie Internet non sécurisée. C'est aussi là pour prendre la place de ce type d'échange pour des questions de protection du secret médical et de la vie privée des individus. Merci Philippe pour le complément. On a également une question sur les durées de rétention des messages dans mon espace santé. Alors, je ne sais pas s'il y a des règles de gestion particulières du côté de Medimail. En tout cas, dans mon espace santé, il n'y a pas de règles, on va dire, de suppression automatique des messages après un certain délai. Côté Medimail, on applique le DSFT MS Santé et c'est 3 mois. Donc, Et côté mon espace santé, en tant que patient, pour ceux qui l'ont expérimenté, il n'y a même pas la possibilité de supprimer un message. Donc ça pourrait être une fonctionnalité ajoutée à l'avenir à l'espace santé. Ça fait partie des sujets qu'on a sur le tapis, oui. Je n'en doute pas. La phase pilote est bien là pour ça. Donc, je pense que, y compris à l'issue de ce webinaire, on rappellera les adresses permettant d'adresser tous vos retours et toutes vos remarques qui puissent être pris en compte effectivement sur cette phase pilote. Je continue effectivement à balayer quelques messages. Donc, il y a une question sur le nombre d'établissements de santé psy qui se sentiraient concernés par ce mode d'échange. Donc, l'implication des établissements de santé psy dans l'ouverture de ce nouveau service. Donc là, effectivement, on a, dans le cadre de cette phase pilote, inclus donc, je crois que c'est 4 établissements ou 3 établissements de santé psy dans la phase pilote. Donc, c'est bien évidemment là qu'on va pouvoir voir quels sont les usages et les plus pertinents qui vont pouvoir être mis en œuvre sur ce type d'activité. Donc, oui, les établissements psy sont bien inclus dans cette phase pilote. Et traditionnellement, entre guillemets, les établissements psychiatriques ou les médecins de cette spécialité expriment une sensibilité particulière au partage de documents ou à l'échange de données de santé de leurs patients avec d'autres professionnels ou avec le patient. Et c'est à nouveau une parfaite illustration de la complémentarité entre messagerie patient, messagerie pro et DMP. Il faut trouver le bon outil pour partager ou échanger la bonne information avec le bon interlocuteur. Et il est très probable que ce type d'outil ait une énorme valeur ajoutée en complément du DMP et de la messagerie pro pour ce type de prise en charge. Merci. Peut-être encore une question. Il y a eu pas mal de questions qui avaient attrait, donc en termes d'usage, côté professionnel de santé, à la possibilité de déléguer à l'assistante. Donc, est-ce que là-dessus, on pourrait refaire peut-être une petite synthèse de ce qu'il est possible de déléguer et des modalités de connexion ? Alors, je sais pas, j'ai vu
Marie-Christine. Alors, je vais juste remonter. Qu'on a eu des questions effectivement sur les boîtes organisationnelles et la possibilité de rattacher une adresse RPPS à une boîte organisationnelle. Donc oui, on peut faire de la délégation, sur une boîte organisationnelle qui serait un secrétariat. Donc les messages qui arrivent sur la boîte du médecin arrivent aussi sur la boîte organisationnelle, par exemple celle d'un secrétariat. Et puis le secrétariat peut avoir lui aussi un alias MS Santé, donc il va pouvoir opérer sur l'espace de confiance MS Santé et donc envoyer des messages directement aux patients. Pour ce faire, il faut qu'il y ait donc un professionnel de santé qui soit responsable de la boîte aux lettres et qu'on ait un identifiant de structure. Généralement, c'est le SIRET dans le cadre d'un cabinet médical. Je rebondis aussi sur une autre question qui a été posée. Un simple compte Medimail qui n'aurait pas d'alias MS Santé ne suffit pas pour pouvoir adresser un patient. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un alias MS Santé à votre compte Medimail, donc que vous soyez en capacité d'écrire sur l'espace de confiance MS Santé pour pouvoir adresser un message à un patient. Comme je le disais dans la réponse, globalement, si vous avez un RPPS, vous avez forcément un alias MS Santé. On crée un alias MS Santé automatiquement à partir du moment où le professionnel de santé a un RPPS. Voilà. Merci Fabrice. Je pense qu'on a effectivement balayé et répondu à, je pense, l'ensemble des questions. Si toutefois ce n'était pas le cas, de toute façon, on va reprendre toutes ces questions et puis, comme je le disais, vous adresser une petite synthèse de ces questions et repréciser bien évidemment les différents points utiles et essentiels. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir... Ah oui, on vous a effectivement, il y a effectivement un sondage qui est en ligne pour nous permettre de voir le profil des personnes qui sont aujourd'hui connectées. Donc, on vous remercie de bien vouloir y répondre avant de vous déconnecter. Donc, c'est assez simple, il y a une question. Donc, merci de bien vouloir répondre à ce sondage. Ça nous permettra effectivement dans le cadre des futurs webinaires, de pouvoir définir au mieux les contenus et puis de répondre aux attentes. Oui, donc il est temps maintenant de clôturer ce séminaire. Donc, au moment de remercier tout le monde, je vais peut-être laisser un mot de conclusion à chacun des intervenants. Et puis, vous verrez d'ores et déjà, je vous remercie tous et toutes, bien évidemment, tant intervenants que participants, pour la richesse de ce séminaire. Avant de laisser la parole aux différents intervenants pour qu'ils donnent un mot de conclusion, je vous signale simplement, et vous l'aurez sur la dernière dia, que ce séminaire s'inscrit également dans la semaine Medimail, qui est mise en place en partenariat entre le GRAD e-Santé Occitanie et le MIPI, et qui va vous permettre de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de cette messagerie sécurisée de santé. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur le site du GIP Santé Occitanie. Voilà, je m'arrête là de mon côté. Je vous passe rapidement la parole à chacun des intervenants pour un mot de conclusion de ce webinaire. Peut-être on peut commencer avec toi, Ella. Ok, merci Marie-Christine, merci à tous d'avoir organisé la session aujourd'hui et aux participants de vous être connectés. Vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit à l'adresse du CIS de l'assurance maladie ou à l'adresse du GRAD. Tous les retours qu'on pourra obtenir de la part des professionnels de santé dans cette phase de test nous permettra soit d'améliorer directement la messagerie du point de vue des citoyens, soit d'améliorer demain les outils de messagerie qui sont à disposition des professionnels. Je vous rappelle que là, on investit massivement dans le cadre du Ségur de la santé pour mettre à jour tous les logiciels que vous utilisez au quotidien. Il y aura sûrement des exigences complémentaires, supplémentaires, des améliorations qu'on pourra déployer dans ce cadre-là pour tous les clients de messagerie que vous utilisez au jour le jour. Donc, tous vos retours nous permettront d'orienter intelligemment ces futurs chantiers pour permettre de sécuriser la qualité et la confidentialité des échanges que vous pouvez avoir entre pairs et avec vos patients.
Je donne la parole peut-être au MIPI avec Philippe ou bien Fabrice. Oui, merci Alain. Écoutez, déjà à nouveau, de la même manière, merci aux organisateurs et à tous les participants. Là, vraiment, je pense qu'on a une occasion unique, hein, comme l'a dit Ella, j'espère que vous l'avez entendu, d'une part de tester en avance de phase ce qui va se déployer au niveau national, donc on a l'occasion de contribuer, ça c'est intéressant, et c'est plus qu'important et valorisant pour nous tous. Et je pense qu'on a une occasion unique en France actuellement avec le déploiement de tous ces outils sur le numérique en santé et de l'effort qui est fait par l'ensemble des acteurs depuis plusieurs années pour faire que ça, j'allais dire, ça décolle enfin, pour ceux qui ont connu les épisodes précédents, et on peut dire enfin. On est probablement à la veille d'une petite révolution dans le numérique en santé, comme l'a été quelque part la carte vitale pour l'assurance maladie il y a plus de 20 ans. Voilà, on est face à une révolution de notre type, de notre ampleur, puisque là, ça va toucher toute la population, mais sur la réalité de la prise en charge et des soins. Donc là, on a l'occasion de participer à l'élaboration de ces outils, à la construction de ce système. Donc, je me joins à ce que disait Ella à l'instant et tous les intervenants. Allez-y, il faut s'en servir, il faut contribuer. Et nous, côté MIPI, on est bien conscient qu'on doit faire évoluer l'outil Medimel parce que ce nouvel usage va générer des attentes particulières sur les ergonomies, l'intégration dans les logiciels métiers. Donc, on est évidemment à l'écoute de tous pour faire évoluer ces outils, comme toujours en collaboration et partenariat avec les acteurs régionaux qui ont toujours été à nos côtés. Merci à nouveau et bonne fin de journée. Merci. Peut-être un mot donc côté Anne, côté CEPAM, et puis on conclura peut-être avec le Gradi Santé Occitanie qui nous a accueillis. Merci à tous. Un petit merci tout particulier au Dr Perrault et à Coralie Duchesne pour avoir participé à ce webinaire et à nous avoir donné de leur temps. C'était très sympa. N'hésitez pas surtout, comme le disait Ella, à nous solliciter sur l'adresse des CIS. On est là pour ça. Il y a une équipe de 10 personnes à la CEPAM qui est à votre disposition pour vous accompagner dans tous les outils numériques. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter en cas de nécessité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Benjamin ? Oui, mais merci en tout cas à tous les participants. Et je vais également en profiter pour remercier tous les établissements qui font partie du pilote. Alors, il y en a peut-être certains qui sont présents cet après-midi lors du webinaire. Et du coup, juste pour leur dire que voilà, on va continuer de les accompagner. On va continuer à travailler avec eux sur les cas d'usage. Et l'objectif, voilà, c'est que toutes les remontées, toutes les problématiques qu'on peut recueillir, tous les frais à l'usage, etc., ben c'est très, très, très bien de pouvoir les recenser. En fait, ça sera bénéfique pour tout le monde en 2022 quand ce dispositif en fait, sera généralisé au niveau national. Merci Benjamin. Et on va laisser le mot de la fin aux professionnels de santé qui ont été bien évidemment indispensables et extrêmement importants dans ce webinaire. Donc peut-être Dr Calme, Dr Perrault, Madame Duchesne, je vous propose de nous donner le mot de la fin. Si vous êtes encore là. Ah, Madame Duchesne est là, il y a une petite déconnexion. Madame Duchesne ? Oui, vous m'entendez ? Oui, ça y est, on vous entend. Si vous voulez du coup dire un mot sur la clôture de ce webinaire. Ah, je pense qu'on a des problèmes techniques puisque effectivement Madame Duchesne est en intervention, donc bon, ben écoutez, je pense que du coup, le mot des professionnels ne sera pas possible. Je les remercie vivement de leur participation. Je sais que c'était compliqué pour eux dans le cadre de leur emploi du temps. Donc, merci encore à tous et merci de votre temps. Vous retrouverez, donc l'ensemble des participants vont recevoir le replay de ce webinaire et qui sera diffusé également sur YouTube. Merci à tous. Au revoir.